dans le conseil municipal ou dans des associations ou dans le club de sport, le club de foot, etc., etc. Donc il y avait du pouvoir dissymétrique, mais en même temps il y avait de la proximité, il y avait du voisinage qui rendait les gens interdépendants, de l'interconnaissance forte, et puis à partir de là, de la responsabilité des uns vis-à-vis des autres, de la responsabilité fondée sur l'interconnaissance. Et l'interconnaissance fondée sur la proximité, c'est-à-dire la moindre mobilité. D'accord ? Je le dis autrement, c'est le contrat social, disons, d'un type plus ou moins communautaire. Voilà. Pour le meilleur et pour le pire, là encore. Ce sur quoi Bauman insiste à de très nombreuses reprises, c'est que dans un monde globalisé, les opérateurs économiques, et pas que, mais parlons des opérateurs économiques, peuvent faire n'importe quoi sans se sentir responsables vis-à-vis des gens qui sont lésés. Un chef d'entreprise ou un groupe économique américain ou chinois, hein, les Chinois ils sont très bons aussi, ou allemands ou français, les Français sont très bons bien sûr, peuvent décider de racheter une société qui est implantée dans une ville. Je n'invente rien là, tout le monde connaît ça. Elle rachète la société qui est implantée dans une ville, elle va laisser la société tourner 6 mois, un an et demi, et puis tout d'un coup, on apprend que cette société implantée en Chine décide de s'en défaire, de la vendre, ou même de l'abandonner, en piquant les machines, et puis en abandonnant les locaux, et puis, en quelque sorte, elle se retire. Le fait, dans un monde mobile, ça c'est possible. Il n'y a plus de proximité, il n'y a plus d'interconnaissance, il n'y a plus, disons, de forme un peu communautaire au moins. Et c'est sur cette base d'une mobilité généralisée que les propriétaires peuvent jouer cette carte de l'irresponsabilité sans aucun problème. Et voilà pourquoi la mobilité, pour Bauman, fait exploser le contrat social et elle fait exploser, bien sûr, les États. Hein, une petite citation, hein, l'irresponsabilité, pour lui, il dit, Bauman, voilà peut-être le bénéfice le plus précieux et le plus recherché que la nouvelle mobilité offre au capital flottant sans attache locale. La capacité de faire n'importe quoi, n'importe où, sans se préoccuper le moins du monde des conséquences. Les régions abandonnées se débrouilleront comme elles peuvent, les pays abandonnés se débrouilleront comme ils pourront, d'accord ? Les riches, les possédants, les touristes prennent leurs billes, vont ailleurs, et les vagabonds sont laissés à leurs problèmes. Gardez un petit peu en tête cette idée de l'absentéisme des propriétaires, parce que c'est quelque chose qui est au cœur du travail de Saskia Sassen, en particulier son dernier livre, dans lequel elle s'intéresse à ce qu'elle appelle la prédation. C'est exactement la même idée que Bauman. Elle parle de prédation, c'est-à-dire la capacité pour des grands groupes mondiaux, globalisés, de repérer des endroits dans le monde où il y a des ressources intéressantes, d'y aller, c'est-à-dire d'envoyer des équipes importantes de cadres, de techniciens, d'ingénieurs, de construire les infrastructures dont elles ont besoin, de corrompre les élites locales, les élites politiques locales, et à partir de là, de prendre par exemple toutes les matières premières, sans se préoccuper de l'effet de cette prédation sur les populations locales, la solidité ou pas des États, sans se préoccuper des droits qui restent aux pays qui sont spoliés. Alors évidemment, on voit bien, hein, les pays, les prédations, elles s'organisent à partir des États-Unis, des pays d'Europe et de la France, évidemment, hein, qui est un grand pays prédateur, de la Chine, qui est un très grand pays prédateurs, avec les cibles qui sont notamment, pas que, mais les pays d'Afrique. Total au Gabon, par exemple.
Quatrième point, avant-dernier point, la mobilité contre l'État. La mobilité fragilise le contrat social et elle fragilise en particulier les États. Je l'ai dit déjà, en France, par exemple, entre 1945 et 1975, nous vivons le règne de l'État-providence, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, ça veut dire que sur ces 30 années, les 30 glorieuses, l'État français est hyper puissant, extrêmement riche, les taux de croissance sont considérables, mais l'État est aussi très très généreux. Il est très riche, donc il est très généreux. Il construit des routes, des autoroutes, il construit des gares, des ports, des aéroports, il construit la sécurité sociale, il construit des écoles, des lycées, des universités. Tout le monde peut aller à l'université à pas cher, il construit les réseaux téléphoniques, tout le monde accède au téléphone, tout le monde accède à des logements propres, confortables, neufs, avec l'eau, avec plein de choses. L'État-providence, il est très généreux, mais en même temps, le revers de l'affaire, c'est qu'il est très puissant, très disciplinaire, dirait Michel Foucault. Hein, il est très fort. À partir des 30 Glorieuses, à partir de la fin des 30 Glorieuses, de 1975-80, cet État, il va commencer de se déliter, de perdre beaucoup de sa richesse. Le chômage de masse arrive, et donc l'État perd beaucoup de sa générosité, et il se trouve fragilisé, et on continue de rester dans cette logique de fragilisation. Donc le statut, la mobilité, transforme fortement le statut des États-nations, et leur capacité à protéger les citoyens qui en font partie. Pour bien le comprendre, on peut se reporter par exemple à l'État français pendant les 30 Glorieuses. De 1945 à 1975, les Français vivent l'État-providence, un État extrêmement riche. Les taux de croissance annuels sont considérables, 4,5%, 5,5%, 6%. Et à partir de là, l'État a la capacité, peut être extrêmement généreux. Il est riche et il redistribue aux Français la richesse sous forme d'un ensemble de services sociaux divers et variés. De plus en plus d'autoroutes, de plus en plus de voies de chemin de fer, de plus en plus de gares, de plus en plus de logements, c'est très important bien sûr, et des beaux logements, des logements neufs, bien aérés, bien équipés, avec l'eau chaude, le chauffage, le vide ordures, les garages, etc. Tout ce qui n'existait pas encore auparavant. Et puis tout un appareil éducatif bien charpenté, des écoles, des collèges, des lycées, des universités. Tout le monde commence de pouvoir entrer à l'université. Et puis la sécurité sociale, et puis des hôpitaux qui marchent bien, etc., etc. L'État-providence, un État bien fermé derrière ses frontières, et à partir de là, un État qui est très généreux pour ses ressortissants. Et c'est à peu près la même chose partout ou presque, avec évidemment des écarts très importants dans la richesse des États-providence à travers le monde. La mise en mobilité de la planète, la globalisation, va complètement redistribuer ces cartes. La mobilité vient transpercer les frontières des États, de tous les États. Alors certains États ont la capacité de tenir le choc de la globalisation. L'État français, l'État allemand, l'État espagnol, un petit peu moins, et puis bref, tous les États riches occidentaux ont quand même la possibilité d'imposer des règles à la globalisation et puis de continuer de garder leur richesse au profit des populations nationales.
Donc là, on a un cas de figure qui est moins favorable qu'il y a quelques décennies, mais qui continue encore de tenir un petit peu la route, hein, même si nous sommes d'accord pour dire que l'État-providence aujourd'hui en France, dans le contexte de la globalisation, il est quand même très sérieusement mis à mal. On le voit notamment avec les taux de chômage et la transformation du marché du travail. Mais vous comprenez qu'il y a énormément d'États déjà fragiles, par exemple des États d'Afrique, déjà fragiles qui, eux, éclatent complètement sous les coups de boutoir de la mondialisation. Des États qui sont, je dis les choses très brutalement, mais qui sont achetés, c'est-à-dire des structures étatiques, des élites politiques, des élites économiques de certains États qui sont achetés, corrompus, pour jouer en faveur des grands groupes, à la recherche de matières premières, à la recherche de ressources diverses et variées, et au détriment évidemment des populations qui sont abandonnées par des États qui sont de plus en plus défaillants. Et dans ces cas-là, le local, en quelque sorte, au sens générique du mot, c'est-à-dire que tout ce qui est derrière des frontières, tout ce qui est stable derrière des frontières, devient fragile et devient même de plus en plus un espace dégradé. La mobilité rend fort, l'immobilité rend faible. La mobilité des grands groupes, notamment industriels par exemple, ou de services, des grands groupes mondiaux qui sont en prédation où ils le peuvent, les rend forts. Et puis ceux qui sont cantonnés aux territoires locaux, bloqués derrière des frontières, eux sont en position de devenir de plus en plus faibles et d'avoir des positions de plus en plus fragiles. D'accord ? Donc on voit en quelques décennies un renversement très fort de la position des États. Bauman insiste beaucoup sur cette question. Les États ont longtemps dominé leur population en étant relativement généreux. Aujourd'hui, les États sont considérablement fragilisés par la globalisation. Cinquième et dernier point, pour évoquer une typologie qu'on trouve dans plusieurs des livres de Bauman. Et là, je reprends véritablement ces mots, à savoir, première catégorie, les touristes, deuxième catégorie, les vagabonds. Alors, vous avez compris, je pense maintenant, qui est qui, un petit peu quels sont les contenus de chacune de ces catégories. On va y revenir. Les touristes, qui ne sont pas que les touristes, mais qui sont en fait, on pourrait les dire comme ça, et pour ma part je le fais comme ça, toutes les élites cinétiques. Hein, vous avez cinétisme, ça veut dire le mouvement. Donc les élites cinétiques ou les élites mobilitaires sont tous ces groupes sociaux qui ont la capacité de se déplacer à travers le pays, à travers les régions, à travers le monde, sans contrainte particulière. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit, que c'est facile, que c'est entièrement reposant, non. Mais il n'y a pas de limitation particulière. Donc dans la catégorie touriste, Bauman fait entrer les cadres supérieurs, les cadres dirigeants, des grandes structures, du privé, du public, les intellectuels divers et variés, les artistes, tous les personnels qui font partie des organisations internationales, transnationales. Voilà, donc une minorité évidemment de la population mondiale, une minorité de la population nationale, mais quand même des populations importantes. Pour ma part,
je regarde cette question des typologies, je propose, dans le petit livre « La mobilité, à la fin du rêve », je propose moi aussi une typologie nationale et je distingue non pas 2 groupes, mais 3 groupes. Et les touristes de Bauman correspondent à ce que, pour ma part, j'appelle les métropolitains. Des gens qui vivent dans des métropoles, qui se déplacent de métropole à métropole. Et de mon point de vue, j'ai fait un chiffrage, et pour les populations nationales, les métropolitains représentent à peu près 15% de la population française. Vous voyez? Alors les touristes, c'est quand même beaucoup plus large, mais on va dire, je ne sais pas, c'est peut-être 20%, 25% de la population. Alors, ceux qui voyagent pour le plaisir, bon, pour le plaisir, et puis pas que pour le plaisir, pour les affaires aussi, pour le travail surtout. Ça, je reprends les éléments de Bauman, je suis plus ou moins d'accord avec tout ça. Là, je suis d'accord. Les touristes ne sont pas gênés aux frontières, les visas sont abolis. D'accord ? Donc, il y a un accès libre à la mobilité mondiale. C'est vraiment très, très important. Et là, on le voit dans tous les travaux qui portent sur la sociologie des migrations. Je l'ai évoqué, j'y reviens en 2 secondes. Les ressortissants de pays occidentaux riches, aujourd'hui, se déplacent partout, très très librement. Nous sommes bienvenus partout. Nous sommes bienvenus en Thaïlande. Nous sommes bienvenus au Vietnam. Nous sommes bienvenus dans beaucoup de pays d'Afrique. Nous sommes bienvenus partout. D'accord ? Ça veut dire qu'on entre librement dans les pays parce que, notamment, les gens savent qu'on va dépenser. On apporte des devises. Donc, welcome. Il y a d'autres personnes pour qui c'est très compliqué. Hein, vous savez, il faut prendre l'avion pour se rendre compte de la concrétude de cette chose. Je prends un petit exemple que je trouve très parlant. Vous savez, des fois, quand on arrive de l'international, on peut atterrir à Schiphol, ce grand aéroport, un des plus importants, un des plus importants d'Europe et du monde, qui se trouve aux Pays-Bas et qui est en fait l'aéroport qui dessert l'AE Rotterdam-Amsterdam. Schiphol, c'est extra. On fait une expérience vraiment fantastique. Tout le monde sort de l'avion et tout le monde part en cortège, hein, comme on fait toujours. On monte, on descend, on circule dans l'aéroport et on arrive aux barrières des frontières. Et alors, à ce moment-là, le flux se divise en 3 groupes. Premier groupe, les gens d'institutions, je dis les cadres, mais privés, publics, les dirigeants, les chefs d'entreprise, les grands universitaires, les grands chercheurs, etc., etc. À Schiphol, ils ont la possibilité de payer pour avoir un passage en douane avec la reconnaissance de l'iris, de l'œil, ou de la pupille, j'en sais rien. Donc eux, ils quittent tout le monde, et puis ils vont se présenter devant des machines qui sont là, et ils montrent l'œil, comme je le fais là, ils écarquillent l'œil, il y a un petit rayon qui passe, bzz, bzz, c'est enregistré, leurs caractéristiques sont déjà enregistrées, et ils passent. Voilà des gens qui passent la frontière en approximativement 3 secondes. Je n'exagère pas, 3 secondes. Hein. Ils arrivent, ils sont très très peu, bien sûr. Ils font ça, bzz, bzz, ils passent. 3 secondes. Les ressortissants européens, nous avons notre guichet. Alors il y a 2 ou 3 guichets. Ressortissants européens, on se présente, on montre le passeport. Le douanier néerlandais prend le passeport, il l'ouvre, il regarde vaguement notre tête, il voit que c'est un passeport français, on passe. Nous, on met, allez, on va dire 15 secondes. Les ressortissants européens à Schiphol entrent sur l'espace Schengen en 15 secondes. Et puis, on voit tous ceux qui ne sont pas européens. Et eux, ça dure des plombes. Ça dure vraiment très très longtemps. Et tous ne passent pas, évidemment. Et on voit les douaniers qui regardent les passeports, qui regardent les pièces adjacentes, qui demandent des compléments, qui téléphonent, etc., etc. Très compliqué. Là, on voit bien ce que ça veut dire qu'être gêné ou non aux frontières. Et d'avoir ou non un accès libre à la mobilité mondiale. Autre élément très important, et là aussi on le voit toujours, j'insiste sur on le voit, hein, on le voit avec les yeux, les touristes, ils couplent la mobilité physique et la mobilité virtuelle.
Aujourd'hui, quand on se déplace physiquement dans l'espace, on a toujours avec soi son téléphone. Et quand on est un métropolitain, quand on est un touriste, en déplacement, on passe son temps à utiliser une appli de réservation du taxi, une appli de réservation de l'hôtel, Booking. On achète les billets de train sur le bidule, sur le smartphone. On prend des plans de gare, des plans de ville, des plans de réseau, des plans de choses sur le smartphone, etc., etc. Ça veut dire qu'on a un téléphone, un smartphone, un abonnement, un forfait data, une bonne adresse Internet. On est en quelque sorte aux normes de la mobilité virtuelle et donc on peut l'utiliser comme une sorte d'accélérateur de la mobilité physique. Toujours pressé car la mobilité rétrécit le temps et l'espace. Là, je pense que Baumann fait référence aux travaux de quelqu'un qui s'appelle Hartmut Rosa, un Allemand, qui a fait un beau livre, notamment, il y a quelques années, sur l'accélération. Savoir, le monde est saisi d'une véritable frénésie de vitesse. Et cette frénésie de vitesse, on l'observe absolument partout. Quand on est un touriste, on a accès à un monde des services qui est considérable, qui se raffine. Alors, beaucoup de services sur le smartphone, mais beaucoup de services indépendamment du smartphone. Vous savez, quand on est mobile, il y a beaucoup de choses, des VTC, on peut prendre des VTC, on a du taxi, on peut louer des trottinettes électriques, on peut louer des vélos électriques, on peut aller dans tel endroit, dans tel type d'endroit, on peut prendre une navette pour aller faire ceci, faire cela. Le monde de la mobilité, c'est aussi un monde des services. D'accord ? Et les deux sont fortement couplés. Les touristes, accès et contrôle par des dispositifs particuliers et nouveaux. Je viens de donner un exemple. On est bien accueilli partout, c'est très important. On est bien accueilli partout. C'est aussi quelque chose de très tangible. Hein, vous arrivez dans un pays étranger, à la frontière, il y a le douanier, il va au moins vous laisser passer. D'accord ? On est bien accueilli parce que les ressortissants nationaux savent que on est de pays riches, donc nous avons de l'argent, donc on va dépenser, donc on est en capacité de régler tout un ensemble de problèmes, etc. On est bien accueilli. Il y a des gens qui sont mal accueillis. Voilà, c'est tout. Il y a des gens qui sont mal accueillis partout. Et puis, cette facilité de déplacement nous permet d'avoir un rapport esthétisant à la mobilité, de faire de la mobilité une expérience de vie positive. Très évident, mais très important aussi. On fait du tourisme, c'est gratifiant, ça améliore notre prestige, ça améliore notre image de nous-mêmes. On va faire un grand voyage à l'étranger, ça contribue à notre prestige, et puis on va en faire une épreuve positive qui va améliorer l'image que nous avons de nous-mêmes. D'accord ? Donc la mobilité, il y a le travail, il y a plein d'éléments de service, il y a des éléments durs en quelque sorte, hein, les outils que nous utilisons, mais il y a aussi toute une sphère de l'imaginaire, et dans la sphère de l'imaginaire, la mobilité est quelque chose de plutôt positif, voire de tout à fait positif. Voilà les touristes. Les vagabonds, c'est bien sûr très différent. Les vagabonds, premier élément, ils doivent se déplacer. Ça veut dire qu'ils doivent se déplacer parce qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement. Une grande partie des migrants clandestins qui sillonnent les routes dangereuses du monde entier se déplacent pas par plaisir, mais parce qu'ils sont obligés de le faire. Il y a des guerres, il y a des famines, il y a des situations sanitaires ingérables, il y a des États policiers, des dictatures, des violences, du terrorisme, etc. etc. Pas d'emploi, tout simplement, ou aucune perspective d'avenir pour beaucoup de jeunes à travers le monde, et notamment pour beaucoup de certains pays d'Afrique dans lesquels les pyramides des âges sont très très écrasées, c'est-à-dire énormément de jeunes, beaucoup de jeunes. Donc il y a une contrainte, une obligation à la mobilité.
Et puis le voyage, le voyage, c'est pas le voyage touristique, d'accord? C'est pas le voyage avec beaucoup de services, c'est pas le voyage au cours duquel on est bien accueilli, au cours duquel on est aidé, c'est pas le voyage que l'on peut faire avec un environnement technologique très avancé, très sûr, très aidant. C'est difficile, c'est dangereux, c'est douloureux, c'est coûteux. Hein, vous verrez dans la bibliographie, il y a une ou deux références sur la question des migrations depuis les États africains vers l'Europe. Hein, je cherche le nom, mais je ne me souviens plus du nom de cette dame qui est dans le laboratoire de Migrinter, qui a suivi pas à pas, en géolocalisation, les trajets au long cours de jeunes hommes et jeunes femmes qui montent vers l'Espagne depuis certains pays, du Cameroun et autres. C'est vraiment terrible. C'est une addition de dangereuses, de situations périlleuses, de mises à l'épreuve, de rencontres abominables avec des policiers, avec des militaires, etc., etc. C'est pas vraiment le tourisme. Il n'y a pas de service. Le passage des frontières est bien sûr très risqué. Hein. C'est-à-dire qu'il est risqué administrativement, il faut empiler sans fin les papiers, ou alors il est risqué parce que c'est clandestin. Et le passage des frontières, hein, vous le savez aussi, les étudiants peut-être étrangers parmi vous, la frontière, elle dure longtemps, j'ai envie de dire. Les étudiants étrangers, à nouveau africains, qui veulent faire des études à Rennes 2, doivent passer par des procédures très très longues de visa, de campus France, d'autorisation ou non de campus France, de tests de langue, de fournir des papiers à n'en plus finir. Et puis tout ça, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, ça prend plusieurs mois, des fois 1 an, 2 ans, etc. Vous voyez, la frontière, elle est vraiment très très longue. On ralentit considérablement la mobilité de certaines populations, on la contient, on la cantonne, on l'empêche. Voilà, les touristes et les vagabonds sont deux catégories qui sont ouvertes chez Bauman et sont un peu caricaturales, bien sûr, et de mon point de vue, trop caricaturales. Mais intéressantes quand même, parce qu'il les construit à l'échelle de la planète, et puis parce que ça permet de penser, ça permet d'identifier tout un ensemble de problèmes qui sont des problèmes importants. Voilà, j'ai terminé pour Bauman. Je reviens très rapidement à l'entrée. Et puis comme ça fera ma... Donc le monde liquide, vous voyez ce que cela veut dire, hein, le monde liquide, la mobilité qui est... On ne peut pas la cantonner, c'est fini en quelque sorte, c'est trop tard. C'est joué. Ça y est, nous vivons un monde globalisé. La mobilité comme sécession, la mobilité produit un nouveau type de clivage entre groupes sociaux. Les clivages entre les groupes sociaux, ce n'est pas simplement celui qui a de l'argent et pas d'argent, c'est celui qui est mobile et celui qui n'est pas mobile. L'argent entre en ligne de compte, mais il y a d'autres éléments à prendre en compte. En tout cas, la mobilité comme sécession. On ne voit plus ceux qui ne sont pas de notre monde. L'absentéisme des propriétaires, la mobilité, elle permet aux riches de prendre et de partir. La mobilité contre l'État, l'État a longtemps protégé ses ressortissants. Aujourd'hui, les frontières, elles sont transpercées par des mécanismes globalisés qui privent l'État de ses capacités d'action. Alors certains États tiennent le coup, d'autres s'effondrent. Et puis touristes et vagabonds, quand on regarde le monde, eh bien, on voit deux grandes modalités en fait, d'être au monde liquide, d'être au monde mobile, de la liberté d'un côté et de la contrainte très très forte de l'autre. Voilà. On va poursuivre avec Saskia Sassen.